Connaître un oral facilement, retenir une énorme suite de chiffres, 3,141592653589793, ranger et organiser ses souvenirs dans sa tête, retenir les dates de naissance de tout le monde, connaître un cours dans le détail. Voici une infime partie de ce que vous pouvez faire si vous construisez un palais mental à l'intérieur de votre tête. Le palais mental, vous en avez déjà entendu parler, alors peut-être dans la série Sherlock, dans des jeux vidéo, c'est le cas par exemple du jeu Twin Mirror de Ubisoft, on avait fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs sur ce concept, et d'ailleurs simplement, vous avez peut-être entendu parler du palais mental sur cette chaîne en 2016. Ça date. C'est parce que ça date que je lance le retour des masterclass. Une mise à jour d'outils faciles mais indispensables pour le cerveau. Le palais mental, c'est une ancienne technique de mémorisation qui est facile à maîtriser et qui est très puissante. Je m'en sers personnellement depuis 30 ans et je suis en mesure de vous dire tout ce que vous devez savoir sur le sujet. Parce qu'une technique comme ça, il suffit de vous en servir pour qu'elle fonctionne. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Alors voilà comment ça va se passer. On va prendre le temps dans cette vidéo, mais je vais pas non plus passer 3 heures sur chaque partie. Quand vous aurez besoin d'approfondir quelque chose, il vous suffira de revenir dans la partie de la vidéo qui concerne cette chose. Voici le sommaire. Comment construire son premier palais mental en 5 minutes. Ensuite, on parlera de la maison de vacances. C'est une sorte de palais mental que vous avez toujours sur vous en dépannage. D'où vient cette technique? Ça vient d'où le palais mental? On va parler d'une catastrophe qui a eu lieu en Grèce. Ensuite, je vous donnerai des exemples de moments où ça peut vous être utile. On répondra aussi à la question, est-ce qu'il faut avoir plusieurs palais mentaux ou pas? Et la réponse à une autre question fréquente, est-ce qu'il faut inventer un palais mental complètement imaginaire? Et si oui, comment on peut faire ça? Et on terminera avec tout un lot d'astuces supplémentaires extrêmement utiles, mais qui sont un petit peu ovni, elles ne peuvent pas se caler dans le sommaire pour mieux utiliser son palais mental. Un palais mental, on reviendra plus loin sur ce que c'est vraiment concrètement, mais dites-vous que c'est un lieu dans votre imaginaire, un lieu que vous connaissez déjà. Un exemple concret, la maison ou l'appartement dans lequel vous habitez, vous le connaissez en détail, vous connaissez l'ordre des pièces, vous l'avez dans votre tête, vous êtes même capable de vous balader mentalement dans votre appartement ou dans votre maison juste par le biais du souvenir. Eh bien, c'est un palais mental. Et dans cette première partie, vous allez apprendre à construire votre premier palais mental en 5 minutes. Je vais faire appel à votre mémoire épisodique naturelle. On a plusieurs types de mémoire. Parmi les principales, les plus connues, il y a la mémoire à court terme, c'est une mémoire de quelques secondes à peine, qui retient 5 à 7 choses en même temps. C'est une mémoire de travail, on l'appelle. Il y a la mémoire sémantique, c'est la mémoire des données. Si je vous dis 1515, vous me dites Marignan, c'est de la mémoire sémantique. La mémoire procédurale, c'est la mémoire du geste. Si par exemple vous montez sur un vélo et que vous n'en avez pas fait depuis 10 ans, vous savez toujours le faire, c'est dans la mémoire du corps. La mémoire épisodique, c'est la mémoire du souvenir. C'est grâce à cette mémoire que vous n'avez pas besoin de réviser pour savoir ce que vous avez fait hier. Vous le savez, vous n'avez pas eu d'effort à faire pour vous rappeler ce que vous aviez fait hier. Et le moment où vous faisiez ces choses hier, vous n'étiez pas en train de vous dire « alors attention, ça faut que je m'en souvienne », ça se fait naturellement. Et c'est en utilisant votre mémoire épisodique naturelle qu'on va gagner du temps pour faire ce premier palais mental en 5 minutes. Il y a quelques termes que vous devez connaître pour qu'on parle le même langage dans le palais mental. Tout d'abord, quand j'utiliserai le mot palais ou palais mental, c'est pour parler donc du lieu dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être une simple pièce, ça peut être un appartement complet, ça peut être une ville complète, peu importe, on appellera ça un palais. Ce que j'appellerai ensuite trajet, c'est le fait de partir d'un point de départ dans ce lieu que vous avez en souvenir et de faire toujours le même trajet jusqu'au même lieu d'arrivée. C'est ce qu'on appellera le trajet. Ce sera nécessairement de votre point de départ à votre point d'arrivée, toujours les mêmes. Et le troisième élément de vocabulaire que j'utiliserai avec vous, c'est le mot spot. Un spot, pour moi comme pour vous, ce sera un élément marquant dans le lieu qu'on a identifié comme tel, vous et moi. Un exemple concret, l'armoire qu'il y a dans ma chambre, eh bien ce serait un spot. Enfin, histoire d'être exhaustif, des fois on parlera de zone. C'est pour les palais mentaux qui ont plusieurs pièces, chaque pièce est une zone. Donc là, on utilisera ou le terme zone ou le terme pièce. Avant de construire votre palais mental, on va se faire un petit test ensemble. Je viens d'écrire une liste de 12 mots ici et vous allez essayer de retenir ces 12 mots. On va mettre une petite musique d'ambiance et je vais les lire relativement lentement pour que vous puissiez en absorber un maximum. Vous êtes prêts? On y va. Le mot table, le mot ballon, le mot ciseaux, le mot vase, radio, lunettes, je fais un petit peu plus lentement. Hélicoptère, crayon, plaid, toupie, arc, balançoire. Vous en avez certainement quelques-uns en tête.
peut-être 5, peut-être 7, peut-être les 12, hein, c'est possible, hein, on verra ça dans quelques secondes. Reprenons le fil de notre conversation. Pour construire ce premier palais mental en quelques minutes, je vais vous demander d'imaginer la chambre dans laquelle vous dormez aujourd'hui. En général, dans une chambre, on retrouve les mêmes choses. Il y a au moins une porte, c'est un truc qu'on aura tous en commun, une fenêtre, c'est quelque chose qu'on a aussi en commun, un lit, a priori. Eh bien, imaginez votre chambre, fermez les yeux, essayez de visualiser toute votre chambre en entier et de repérer des éléments dans cette chambre qui sont remarquables. C'est-à-dire qu'on remarque facilement et qui ne bougent pas, qui restent fixes en général. Ça va être vos différents spots. Ici, vous avez une chambre. Vous pouvez prendre, si vous voulez, un papier et un crayon, ou vous pouvez le faire juste mentalement. Tout en vous parlant, je vais préparer la mienne. Alors, ce ne sera pas rigoureusement identique à la vôtre, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'habite pas dans la même chambre. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se construire rapidement un petit palais mental avec quelques spots. Voici par exemple ce qui pourrait être le palais mental d'une chambre. Là, j'ai dessiné une chambre vraiment carrée, rectangulaire, avec un lit au centre, et j'ai identifié une douzaine de spots. En 1, la porte. La porte, elle est toujours fixe, elle est toujours au même endroit. En 2, il y a l'armoire. Après, en 3, il y a la fenêtre. En 4, j'ai mis quelque chose qui peut-être vous semble pas évident, mais qui peut être un bon spot, le sous le lit, ce qu'il y a sous le lit. En 5, c'est ce qu'il y a sur le lit. En 6, ensuite, c'est l'oreiller. En 7, c'est la table de nuit. En 8, c'est le bureau et en 9, la chaise du bureau. En 10, j'ai le tapis qui y a devant mon lit. Et en 11, alors là, je ne peux pas les mettre sur le dessin. En 11, c'est la lampe qui y a au-dessus de moi, la lampe de la pièce. Et en 12, c'est tout le reste du plafond. Les différents spots que j'ai identifiés vont me permettre d'imaginer un trajet pour passer de spot en spot. Donc en l'occurrence, je commence par le 1. Ensuite, j'enchaîne avec le deuxième, le 3, la fenêtre, le 4 sous le lit, 5 sur le lit, 6 l'oreiller, 7, 8, 9, 10, et ensuite tout ce qui se trouve au plafond. C'est une balade que je vais me faire mentalement à chaque fois que je voudrais visiter ce palais mental. Prenez le temps d'établir ce mini palais mental avec au moins une dizaine de spots et quel trajet mentalement vous allez faire comme ça de spot en spot. Et on va revenir aux 12 mots que je vous ai donné tout à l'heure. Parce que mentalement, on vient de faire ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli. On a sollicité le cerveau pour autre chose et on va voir ce qui reste des 12 mots que vous avez essayé de mémoriser. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de les noter sur un bout de papier, mais en quelques secondes. Ne prenez pas 5 minutes, vous régurgitez juste les quelques mots qui vous reviennent. Je vous laisse faire. On va mettre à l'écran un petit panneau sur lequel vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et si vous ne le souhaitez pas, on recommence juste après le panneau qui durera qu'une seconde. Les 12 mots étaient les suivants. On avait en 1 la table, en 2 un ballon, en 3 c'était des ciseaux, en 4 un vase, en 5 une radio, en 6 des lunettes, en 7 un hélicoptère, en 8 un crayon, en 9 c'était un plaid, en 10 une toupie, en 11 c'était un arc et en 12 une balançoire. Le palais mental, il vous permettrait de retenir ça d'une manière sûre et définitive, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas en durable. Si vous mettez ces 12 mots, ce que vous avez probablement fait dans votre mémoire à court terme, il va rapidement rester entre 3 et 7, peut-être 5 en moyenne, pendant pas très longtemps finalement. Quelques secondes pour la plupart des personnes, quelques minutes pour d'autres. Mais bien rangé dans un palais mental, ça prend pas beaucoup plus de temps et vous l'avez pour 24 heures, 48 heures, 72 heures, suivant ce que vous en faites. Pour information, votre premier palais mental est vraiment construit. La promesse est tenue, c'est votre chambre avec les 10 à 12 spots que vous avez identifiés. Et bien maintenant, je vais vous apprendre à associer chacun de ces mots à l'un des spots et à être capable de visiter mentalement votre palais mental pour que les 12 mots ressortent d'une manière sûre et en plus dans le bon ordre. Vous l'avez vu au sommaire, tout à l'heure on verra des applications plus concrètes que de retenir une liste de mots. Pour ranger une information dans son palais mental, il faut d'abord la rendre visuelle. C'est obligatoire. Et croyez-moi, de mon expérience, on peut tout rendre visuel. Un concept, un nom de médicament compliqué, un chiffre, un bout de discours, c'est toujours possible. Nous allons donc associer chacun des mots dans leur ordre d'arrivée à chacun des spots que vous avez identifiés dans le trajet de votre palais mental. À titre d'exemple, je vais bien sûr utiliser celui que j'ai dessiné moi. En 1, juste ici, on avait la porte. Et nous, le mot numéro 1, c'était le mot table. Donc ce que je vais faire, j'imagine que c'est la première fois que je fais un palais mental, je peux fermer les yeux pour m'aider à visualiser. Je vais m'imaginer devant la porte de ma chambre, sauf qu'au lieu d'avoir une porte, je l'enlève complètement et je mets une table. Alors c'est vraiment là dans ma tête, une table qu'on a relevée et qu'on a enclenchée dans les gonds. Et donc c'est une table avec 4 pieds qui me sert de porte comme ça. Je le visualise bien dans ma tête, comme c'est un peu original, je vais bien le retenir. Plus les images que vous allez faire sont choquantes, marrantes, what the fuck,
très original, mieux vous le retiendrez. Pour la petite histoire, rappelez-vous, ce qui existe dans votre tête n'existe que dans votre tête. Il n'y a personne qui ira chercher ces images-là, même pas un mentaliste. Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs marrants qui vous viennent à l'esprit, à faire des trucs très exagérés, on s'est compris. Là, de toute façon, pour la table et la porte, il n'y a pas de grand délire possible. En 2, on avait un ballon. Si je m'imagine devant l'armoire de ma chambre, ouvrir l'armoire et voir un ballon, c'est quasiment certain que même si je vais faire mieux comme performance que de le ranger dans ma mémoire de travail, la mémoire épisodique ne va pas se souvenir longtemps de cette information. Par contre, si j'imagine que j'ouvre mon armoire et qu'il y a des dizaines, voire des centaines de ballons de foot ou de ce que vous voulez qui me tombent dessus, ça je vais le retenir. Ça va me marquer un petit peu, ça c'est étonnant. En 3, on arriverait à ma fenêtre. Et le mot qu'on a rangé nous en 3, ce sont des ciseaux, une paire de ciseaux. Essayez d'imaginer comment vous pourriez faire une image la plus étonnante possible pour mieux la retenir entre vos ciseaux et la fenêtre. Je vous laisse quelques secondes. Essayez d'explorer un maximum de pistes. Plus ce sera étonnant ou étrange, plus votre cerveau va le retenir. C'est aussi ça l'enjeu du palais mental, et c'est sûrement ça le plus long en fait à acquérir. C'est la dynamique d'être capable de très vite penser à une image étrange pour ranger quelque chose dans son palais mental. Au début, ça va vous paraître difficile, vous allez peut-être même dire dans les commentaires « mais ça prend beaucoup de temps de faire ça », mais dites-vous que c'est une sorte de muscle, plus vous allez le faire, plus ça se fera instantanément sans même que vous y réfléchissiez. Moi, très spontanément, je vous donne ma solution. Ciseaux, fenêtre, je m'imagine avec une paire de ciseaux un peu géante, découper une fenêtre dans un mur. Donc là, clairement, je m'imagine enfoncer des ciseaux dans le mur et c'est un peu magique, ça fait un peu dessin animé. Je découpe une fenêtre dedans, je fais tomber le mur et là, je vois l'extérieur. Oui, c'est assez rare qu'on fasse ça dans la vraie vie, j'en ai bien conscience. En 4, on est sous le lit. On avait un vase en 4, eh bien je vais imaginer qu'il y a un vase qui est renversé sous le lit avec de l'eau, les fleurs par terre et que je vais devoir nettoyer. Ça me provoque une émotion très désagréable, ça va m'aider à le retenir. En 5, on est sur le lit. On est censé poser une radio. Alors moi, quand j'avais écrit le mot radio, je pensais à une petite radio qui fait de la musique, une enceinte. Eh bien, ça va me servir de support pour vous montrer qu'on peut aussi détourner le mot pour retenir quand même le bon mot. Je vais imaginer qu'il y a un plâtre avec des radios sur le lit. Des radios, non pas des radios pour faire de la musique, mais les radios de ma jambe, de mon genou, etc. Donc je vais imaginer, voilà, ce plâtre-là sur le lit avec plein de radios un petit peu partout et de la lumière qui éclaire ça pour qu'on voit bien les os qui sont cassés. Pareil, ça provoque une émotion, je vais bien le retenir. En 6, c'est mon oreiller. Je vais imaginer les lunettes d'Harry Potter sur la tête d'oreiller. Mais même pas stylisées ou en photo, plus juste les deux gros cercles noirs, un petit peu comme un petit schéma. Et je vais imaginer que mon oreiller, c'est juste ça avec cette déco. Comme j'adore Harry Potter, je vais le retenir facilement. 7, c'est un hélicoptère. Je ne vais pas mettre un hélicoptère en jouet sur ma table de nuit. Je vais plutôt imaginer qu'il y a un hélicoptère relativement miniature, qui est en train de me déposer ma table de nuit, comme s'il me la livrait. Donc juste après avoir regardé mentalement mon oreiller, je tourne mon regard, mentalement évidemment, vers ma table de nuit et je vois cet hélicoptère de l'armée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui est en train de déposer cette table de nuit. Il faut laisser venir les images comme elles viennent. Et en plus, j'entends un petit peu de son, donc ça va m'aider à le retenir. 8, crayons. Alors là, c'est bien, c'est un bon cas d'école. Imaginez associer des crayons de papier et un bureau, c'est tellement logique qu'on va mal le retenir. Donc il faut trouver une idée pour ça. Je vous laisse chercher un petit peu. Moi là, spontanément, je suis en train de me demander si je ne vais pas planter, mais vraiment littéralement comme ça, plein de crayons, mentalement, dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi, comme on planterait des couteaux. Pourquoi ça me vient comme ça, je ne sais pas, mais sachez que ce qui vous vient naturellement et spontanément, c'est des connexions qui sont déjà établies dans votre cerveau, entre des neurones. Il y a déjà des synapses qui relient tout ça. Ça vaut le coup de les renforcer, plutôt que de lutter contre pour en créer ailleurs. Donc bon, moi je garde mes crayons comme ça sur mon bureau. En 9, on avait le plaid. 9, c'est la chaise du bureau. Je vais imaginer que la chaise, elle a froid. Mais vraiment, que littéralement, elle tremble un peu. Et donc que la chaise, avec ses accoudoirs, ces deux accoudoirs, elle s'est enroulée dans un petit plaid comme ça pour avoir chaud. En 10, c'est la toupie sur le tapis. Donc je vais juste imaginer en fait qu'il y a une grosse toupie jaune. Je ne sais pas pourquoi elle est de cette couleur, mais je vais le garder puisque mon cerveau m'a inspiré ça. Qu'il y a une grosse toupie qui tourne comme ça en permanence sur le tapis. Qu'en voulant ressortir de la chambre, en voulant rejoindre la porte de départ, eh bien je dois éviter cette grosse toupie comme ça qui tourne à fond. Pour le 11 et le 12, je vous avais dit c'était le plafond. Donc je vais me dire que juste avant de sortir de la chambre, je jette un petit coup d'œil au plafond. Je regarde d'abord la lampe puisque c'est mon 11e spot.
Et j'imagine que depuis la lampe, il y a quelqu'un, alors dans ma tête c'est la fille de Hunger Games, comment elle s'appelle dans Hunger Games? Je me souviens plus, c'est pas grave. Qu'elle est là-haut, c'est pas Katniss, un truc comme ça? Je sais plus. Qu'elle est là-haut en fait, mais en miniature sur mon plafonnier, et qu'elle est en train de viser comme ça pour défendre la chambre. Donc je me souviendrai comme ça que c'est un arc. Et le 12 c'est un plafond. Et moi, je dois retenir le mot balançoire avec le mot plafond. C'est pas le plus évident. Je crois que le plus simple dans ma tête, c'est d'imaginer qu'au plafond, il y a plein de balançoires vraiment accrochés. Donc à chaque fois, 2 cordes avec une petite planche, 2 cordes avec une petite planche. Et ça, en divers endroits de la pièce partant du plafond. C'est terminé. On a rangé les 12 objets dans ce palais mental. Ça nous a pris sûrement 10 fois, peut-être 15 fois plus de temps que ça vous prendrait dans la vraie vie de le faire juste mentalement, sans avoir à le verbaliser, et surtout si vous avez déjà un petit peu l'habitude de le faire. Après, c'est du quasi instantané, c'est-à-dire que moi, si vous m'aviez lu la liste à vitesse réelle, c'est-à-dire de dire il y a d'abord une table, ensuite il y a un ballon, ensuite il y a un machin, etc., je les aurais comme ça intégrés directement et rangés, et à la fin je l'aurais su. Donc ça m'aurait pris juste le temps de l'écouter. Pour le cerveau, et donc particulièrement la mémoire, on vient de faire ce qu'on appelle la phase d'encodage. On a encodé l'information et on l'a stockée. C'est la deuxième phase dans la mémoire, c'est le stockage. La troisième phase dans la mémoire, vous vous en doutez sûrement, c'est la récupération. Encodage, stockage, récupération. La récupération est très simple, vous avez juste à vous imaginer mentalement refaire le trajet mental dans votre palais mental. Et à chaque fois que vous allez passer devant l'un de votre spots, l'image qui est associée va vous revenir tout de suite à l'esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pourriez même commencer quelque part. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « Mais c'était quoi le mot qu'il y avait après vase ?» Vous, en disant le mot vase, ça va vous réveiller le spot de sous le lit. Vous allez revoir le vase qui est éclaté avec l'eau, les fleurs, etc. Donc vous savez que l'étape d'après, c'est sur le lit et vous allez revoir les radios avec le plat, donc c'était le mot radio. Et histoire d'être assez exhaustif, parce que c'est quand même une masterclass, je vous refais maintenant le déroulé de mémoire pour voir si j'ai bien retenu mes 12 mots en les encodant et en les stockant. Je passe par la porte, en fait c'est une table, donc c'était le mot table. Je m'approche de l'armoire, je l'ouvre, il y a plein de ballons, c'était le mot ballon. Ensuite, j'arrive au niveau de la fenêtre que je découpe avec des ciseaux, donc c'était les ciseaux. Je regarde sous le lit, il y a un vase éclaté au sol, donc c'était le mot vase. Sur le lit, il y avait la radio, donc c'était la radio. Ensuite, il y avait mon oreiller, c'était les lunettes d'Harry Potter, donc c'était ça. Ensuite, il y avait la table de nuit qui était déposée par un hélicoptère, donc c'était l'hélicoptère. Ensuite, je regarde le bureau, il y a plein de crayons qui ont été plantés de manière très rageuse dedans, donc c'est crayons. Ensuite, la chaise à froid, elle a mis un plaid, donc c'est plaid. Ensuite, je regarde mon tapis pour vouloir sortir de la chambre. Il y a une grosse toupie jaune qui est en train de tourner. Et avant de quitter la chambre, je regarde au-dessus de moi, d'abord au niveau de la lampe, et je vois Katniss, c'est ça, le prénom vient de me revenir, Katniss, qui est en train de défendre la chambre avec un arc. Et ensuite, au reste du plafond, je vois des balançoires qui pendouillent un peu partout. Et le pire, c'est que ces 12 mots, ils me servent à rien, et je vais m'en rappeler pendant 72 heures, quoi. On vient de terminer cette première partie qui est sûrement la plus longue. Vous vous posez sûrement plein de questions. Est-ce qu'on peut apprendre des choses très concrètes avec? Oui, on va y revenir. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir plusieurs pièces? Oui, on va y revenir. Est-ce que ça vaut le coup de construire un endroit qu'on ne connaissait pas à la base, tout imaginaire? Pourquoi pas? On va y revenir. Est-ce qu'il faut avoir plusieurs palais mentaux ou pas? On va répondre à tout ça. Mais d'abord, une partie très rapide, la technique que j'ai appelée comme ça, j'ai appelé ça la maison de vacances, ok? C'est un truc que j'ai mis en place quand j'étais adolescent parce que je me sers du palais mental depuis très longtemps. Parfois, il me fallait un palais mental vide, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'image, où je pouvais ranger de manière temporaire quelques informations. L'idéal, c'était d'avoir une dizaine de spots et que je me rappelle toujours de ce palais mental et des spots sans avoir à faire un effort de mémoire. Je l'appelais la maison de vacances pour cette raison-là, et la maison de vacances, c'est votre corps. En fait, c'est le corps humain, ça peut être un palais mental. Donc mes 10 spots sont les suivants, pour ma part. J'ai d'abord la tête, ça c'est le 1. Ensuite j'ai le torse en 2. 3, j'ai mon bras ici. 4, j'ai mon bras ici, le droit. 5, j'ai ma main gauche. 6, j'ai ma main droite. 7, c'est ma jambe gauche. 8, ma jambe droite. 9, mon pied gauche. 10, mon pied droit. Pourquoi j'ai numéroté les spots? C'est pour vous donner mon trajet. Parce que moi, mentalement, je compte pas. Hein. Je me dis juste, ça fait tac, 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 bah, bah. Et ça, c'est très pratique. Parfois, vous avez juste à retenir comme ça 6-7 informations qu'on vous donne à l'arrache. Vous voulez être sûr de les retenir pour au moins quelques heures parce que vous allez avoir besoin soit de faire une action avec ces mots-là, soit de les prononcer, soit vous aurez besoin de cette information pour pouvoir la noter après dans un carnet pour ne pas l'oublier, mais vous n'avez rien pour noter sur vous. Ça permet de stocker temporairement sans utiliser votre palais mental de base qui est peut-être lui déjà
chargé de plein d'images que vous voulez conserver. Maintenant que vous allez utiliser la technique du palais mental, ça peut être sympa de savoir d'où ça vient. J'avais fait des recherches dessus. Je vais vous lire dans ce livre l'historique du palais mental. Voilà, c'est une autosource puisque c'est l'un de mes livres en fait. Nous sommes aux environs de 530 avant Jésus-Christ, pas très loin de l'archipel des Cyclades, où est né notre protagoniste, le poète lyrique Simonide de Céos. Simonide vit en Thessalie, à la cour des princes. Il se trouve là-bas depuis que les derniers descendants du tyran d'Athènes, Pisistrate, furent bannis d'Athènes. Lors d'un banquet auquel Simonide était invité par une famille d'aristocrates nommée les Aeolades, le toit s'effondra sur l'ensemble des convives. Drame, un seul survivant, Simonide. Au-delà du drame, un autre problème se profile. Les familles n'arrivent pas à reconnaître le corps des défunts mutilés. Quel corps correspond à quelle personne? C'est important et les rites funéraires doivent commencer. L'histoire raconte que Simonide fut capable de tous les nommer, simplement en fermant les yeux, en se déplaçant dans la pièce détruite mentalement et en se souvenant ainsi de la place de chaque personne autour de la table. Il revivait la scène. Il ne le savait pas, mais il était en train de stimuler son hippocampe, une parfaite visualisation de cette pièce qu'il connaissait par cœur et dans laquelle étaient venus se greffer les invités dans son souvenir. C'est ainsi que nous avons la première trace dans l'histoire de ce formidable outil qu'est le palais mental. Pour vous donner une idée, il s'agit de visualiser un lieu mentalement pour y stocker des informations. Ça, vous le savez déjà. Au Moyen-Âge, de nombreux pratiquants de cette méthode utilisaient des églises et des monuments qui étaient riches en salles, en décoration, et des monuments qu'ils avaient visités plusieurs fois avec attention pour créer leurs palais mentaux. Et les églises, vraiment, c'était souvent le palais mental des gens. Parce que dites-vous que ces techniques, elles servaient beaucoup. À l'époque, on n'avait pas de quoi noter comme aujourd'hui, on n'avait pas de téléphone sur soi. Hein. Et je continue l'histoire parce que vous allez voir que l'Église ne va pas aimer ça du tout. Concernant les traces écrites, on peut trouver quelques références chez des auteurs comme Cicéron ou Quintilien qui en parlent en même temps qu'ils abordent le thème de la rhétorique. Pas de hasard, il est très fréquent à cette époque d'étudier l'art de mémoriser en même temps qu'on apprend l'art de l'éloquence verbale. Donc Cicéron et Quintilien découpaient leur discours en plusieurs parties et ils associaient chaque partie à une image très forte et les images fortes étaient ensuite stockées dans l'un de leurs palais mentaux. Ils en avaient plusieurs. Et donc il leur suffisait, vous le savez, de se balader mentalement dedans pour savoir quelle était la prochaine étape de leur discours. C'est d'ailleurs dans l'ouvrage d'un auteur inconnu au 1er siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Rhetorica Herennius qu'on trouve pour la première fois la méthode du palais mental expliquée en détail. 1er siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui sur YouTube. Et c'est seulement au XIIIe siècle, à la lecture des grands auteurs de l'Antiquité, que le palais mental refait surface. Et là, il va se transmettre très loin jusqu'en Chine, au XVIe siècle, par le missionnaire Matteo Ricci, dans un ouvrage qu'on appelle le traité de mnémotechnie. Matteo était venu introduire le christianisme, et finalement, il a surtout introduit les techniques de mémorisation en Chine. Mais à la même époque, les puritains anglais se fâchent. Il faut abandonner cette technique, cette horrible manière de penser, parce que pour créer des images dans leurs palais mentaux, les pratiquants font appel à des images loufoques, farfelues et parfois obscènes. Désolé, mais c'est ce que le cerveau retient de mieux. Il retient d'autant plus ce qui l'a fait rire ou ce qui l'a choqué. Cela ne signalera pas la fin des palais mentaux dont l'utilisation va pourtant un peu se perdre, principalement parce que l'art de la mémoire ne fut plus enseigné dans les écoles quand on a commencé à avoir du papier en quantité et de quoi écrire en quantité. Enfin, au 19e siècle, seuls les orateurs et les conférenciers faisaient circuler cette connaissance entre eux. Il s'avère que cette technique, pourtant très simple à appréhender, on vient de le voir, se transmettait parfois sous le manteau en échange de fortes sommes d'argent. Parce que oui, avec la technique du palais mental, vous pouviez passer pour un génie de la mémoire, et le plus drôle, c'est que vous reteniez vraiment les informations. Petite fun fact pour terminer l'historique du palais mental, c'est bien à cause de cette technique qu'utilisaient les Grecs, qu'on dit parfois dans la conversation, en premier lieu on va faire ça, en deuxième lieu on va faire ça. On parle de lieu parce qu'à l'époque on faisait référence au palais mental et aux différents lieux, différents spots qu'on allait traverser. Maintenant que vous connaissez la technique du palais mental et même son historique, vous savez d'où ça vient et que c'est finalement très vieux, ça a plus de 2000 ans. Quand est-ce qu'il peut vous être vraiment utile? Déjà, ça vous est utile tout le temps de vous en servir juste par le fait de vous en servir, parce que c'est une utilisation de sa mémoire et la mémoire, en fait, elle se renforce quand on la sollicite. Donc, c'est déjà bon pour le système cognitif d'utiliser un palais mental en soi. Dans ces palais mentaux, vous y stockez des choses que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que l'image que vous allez imaginer, elle ne vient pas de n'importe où, ce sont des images que vous avez déjà vues dans votre vie et qui sont stockées dans des neurones. Là, dans l'exemple de tout à l'heure, par exemple, pour Harry Potter, vous avez imaginé des lunettes, vous avez déjà vu des lunettes, vous avez déjà vu les lunettes d'Harry Potter. Ces informations existent déjà dans votre mémoire épisodique.
Et le coussin ou l'oreiller que vous avez imaginé, c'est un oreiller que vous avez déjà vu. C'est peut-être même l'archétype d'un oreiller de base. Donc ça existe déjà dans vos neurones. La simple chose que vous avez fait, c'est de relier ces neurones entre eux par une sorte de synapse, on va dire par un câble. C'est pour ça que c'est très efficace, parce que vous n'avez pas fait en réalité rentrer une nouvelle information dans votre cerveau, vous avez déjà utilisé des informations existantes et vous les avez reliées entre elles. Avec un palais mental, on peut retenir une liste de courses. C'est pas très utile. On peut retenir une liste de choses à faire, parce qu'on va devoir aller quelque part et faire des choses dans un certain ordre et on veut le retenir. Vous allez pouvoir vous en servir pour retenir un trajet. Par exemple, on vous explique un trajet, vous devez mémoriser un trajet que vous avez à faire à pied, en vélo, en voiture, peu importe, ou une série de stations de métro à emprunter, avec des images liées aux différents endroits où vous devez faire des changements. Vous pouvez retenir ça dans votre palais mental. Je m'en sers beaucoup, moi, pour mes informations de voyage. Avec la tournée de mon spectacle, je prends énormément de trains, donc je stocke dans mon palais mental, dans un petit palais temporaire, j'ai une pièce qui est dédiée à ça, l'heure de départ de mon train, la destination finale de mon train, pour regarder, vous savez, sur les panneaux, mon numéro de place et mon numéro de wagon, évidemment. En général, j'y rajoute aussi mon numéro de train en 5e information, ce qui fait que quand je vais arriver à la gare, je ne sors jamais mon téléphone. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, j'en vois plein autour de moi qui le sortent très régulièrement, parce qu'ils regardent une info, mais ils ont déjà oublié l'autre, etc. Au moins, moi, je suis sûr, je gagne du temps avec ça. Pourquoi pas? Vous allez aussi pouvoir retenir des numéros de téléphone. Il suffit de transformer les nombres et les chiffres en images. Si par exemple, vous devez retenir un code de carte bleue ou le code d'entrée d'un bâtiment. Il y a un théâtre dans lequel j'ai joué il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas vous dire lequel du coup, mais la porte d'accès depuis l'extérieur, le code c'était 75B44. Pour être sûr de le retenir et pour que mes équipes d'ailleurs le retiennent, je l'ai mis sur 3 spots d'un palais instinctivement. 75, je l'ai transformé en Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel, elle est dans le département de 75 de Paris. C'est l'idée qui m'est venue le plus spontanément, donc c'est l'idée que je garde. B, ça m'a fait penser à un bébé, tout simplement. Et 44, ça m'a fait penser à des crêpes, parce que quand je vais à Nantes, Nantes c'est dans le 44, je mange des crêpes. Eh bien en fait, j'ai mis en image la Tour Eiffel, un bébé, des crêpes. Comme ça, je savais que j'allais me rappeler pendant tout le week-end où on était dans ce théâtre du code d'entrée. Vous pouvez y ranger des souvenirs, vous pouvez ranger aussi un oral que vous avez à faire, ou un discours, ou une conférence, puisque la conférence, vous la connaissez. Je veux dire, le palais mental, il n'est pas fait pour apprendre, il est fait pour organiser des choses que vous connaissez, comme les images qui sont déjà à l'intérieur de votre esprit. Si vous avez un oral à faire ou une conférence, que vous la connaissez, vous savez que vous la connaissez, pour être sûr de ne pas perdre le fil, parce que c'est souvent ça qu'on perd, on ne sait plus quelle est l'étape d'après, vous découpez tout ça en étapes et vous fabriquez des images que vous mettez dans votre palais mental pour vous souvenir de quelle est la partie qui suit. Par exemple, les Grecs, dans leur prise de parole, s'ils devaient aborder le terme de l'économie de la cité, eh bien, ils pensaient à un tas d'or ou un tas de pièces peut-être. Ils mettaient ça en 4e spot si c'était la 4e étape de leur discours, et donc quand ils se revisualisaient à ce spot-là, ils savaient que c'était le moment où ils devaient parler de l'économie. Je vous laisserai regarder sur Internet, vous avez un grand nombre d'illustrations d'utilisation possibles, mais dites-vous bien que c'est vous et votre palais mental le couteau suisse. C'est à vous de vous en servir et de trouver comment vous en servir, puisque vous avez cet outil qui est à disposition en fonction de ce que vous avez à apprendre. Est-ce que oui ou non, il faut avoir plusieurs palais mentaux? C'est une vaste question. Personnellement, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que si c'est un gros projet, quelque chose de long terme, que je veux retenir donc pour longtemps et pour toujours, je préfère prendre un nouveau palais mental, donc un nouveau lieu dans lequel je vais déterminer des spots, etc., pour que ce palais mental soit dédié à 100% à cette information. J'ai ensuite un palais mental du quotidien, dans lequel je vais retenir des informations, mais je pourrais écraser les informations anciennes par des nouvelles quand j'en ai besoin. Donc ça dépend un peu de l'utilisation. Je recommande quand même d'avoir plusieurs palais mentaux. Dans un premier temps, pour vous, il y a plus simple à faire. C'est ce que je fais moi en spectacle. À un moment, dans mon spectacle, je dois retenir une vingtaine de mots et ça, je le reproduis tous les soirs. Là, je rentre de tournée, je viens de faire 4 spectacles d'affilée, je ne vais pas construire 4 palais mentaux. Il faut vraiment que je sépare pourtant ces informations pour pas confondre d'un soir à un autre, par exemple le 4e soir, que je m'en mêle les pinceaux avec les 3 soirs précédents. Eh bien, au lieu de faire plein de palais mentaux, j'ai juste créé un palais mental où il y a 5 pièces et dans ces 5 pièces, il y a 20 spots d'identifiés. Et comme ça, je passe pas d'un palais à un autre, mais simplement d'une pièce à l'autre. Et je fais mon turnover et tous les 5 spectacles, je reviens à la première pièce. Ce qui veut dire que, puisque j'y suis pas revenu mentalement dans cette pièce depuis 5 représentations,
les images qui y restent, elles sont très faibles, elles sont très affaiblies. Il y en a même qui se sont sûrement déconnectées parce que j'avais pas d'intérêt à le retenir. Et donc c'est un peu comme si je l'avais nettoyé, je peux m'en resservir de nouveau. Les images récentes laissent toujours une trace mnésique, donc de mémoire, de mental, beaucoup plus forte qu'une ancienne sur laquelle on serait pas repassé en fait, sur laquelle on n'aurait pas révisé. Parce que quand vous repassez mentalement dans votre palais mental, vous faites une révision, vous renforcez la puissance du lien. Il y a un vrai ratio à prendre en compte entre le fait d'être débutant dans le palais mental ou expert dans le palais mental qu'il faut mettre en regard avec le fait que vous voulez retenir des informations sur le court terme ou sur le long terme. Si vous êtes débutant dans le palais mental et que vous voulez apprendre des informations sur le court terme, vous pouvez avoir plusieurs palais mentaux. Si vous êtes expert dans le palais mental et que vous voulez apprendre des informations dans le court terme, vous pouvez retenir plusieurs palais mentaux ou fabriquer plusieurs palais mentaux. Si vous êtes vraiment quelqu'un d'habitué, c'est ça que je veux dire derrière le terme expert, et que vous voulez retenir des informations sur le long terme, vous pouvez utiliser plusieurs palais mentaux. Et cas d'école, si vous êtes débutant et que vous voulez retenir plein d'informations différentes dans le long terme, je vous déconseille d'utiliser plusieurs palais mentaux pour commencer. Ma vraie recommandation, c'est d'avoir un seul palais mental dans lequel vous allez rajouter plusieurs pièces au fur et à mesure pour bien vous entraîner avec ça, pour avoir l'habitude, et après vous ferez d'autres palais mentaux. En l'occurrence, là, on n'a utilisé que la pièce de la chambre. Maintenant, vous pourriez, pour vous entraîner, ou simplement par utilité de l'outil en lui-même, rajouter les autres pièces de votre maison ou de votre appartement et d'identifier comme ça toujours des trajets. Je vous recommande de jamais tomber en dessous de 10 spots par pièce. Sinon, vous allez passer votre vie à changer de pièce. Un palais mental idéal pour bien débuter, ce serait avoir un palais de 10 pièces avec 10 spots par pièce. Ça vous fait un bon trajet, ça vous fait 100 spots différents, 100 lieux différents. Je pense que c'est bien. C'est très rare qu'on ait besoin de retenir une énumération de 100 points différents, donc ça vous permettrait de vous en servir correctement et parfois temporairement pour retenir un truc, de se dire « Ah bah tu sais quoi, attends, je vais aller dans la 9e pièce, je vais déposer ça dans les spots de la 9e pièce et puis j'irai les rechercher quand j'en aurai besoin. » Pour pi, quand j'ai voulu atteindre le premier millier de décimales de pi, donc les nombres qui après la virgule pi, vous savez, après le 3, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 2, 3, 8, 4, 6, etc. La technique que j'ai utilisée était nécessairement du palais mental, en rajoutant la table de rappel et la mnémotechnique, qui sont encore deux autres techniques qu'on pourrait aborder en masterclass, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Je vous laisse me le dire, franchement. Moi, ça me plaît de remettre à jour ce que je vous donnais en fait en 2016. Le temps a passé, 8 ans a passé, vous avez pu oublier, je peux updater, on peut mieux produire les vidéos, on a cette capacité-là. Et puis, je me dis surtout qu'entre-temps, il y a des nouvelles personnes qui avaient peut-être 10 ans à l'époque, qui ont 18 ans aujourd'hui et qui sont ravis de découvrir ça. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, pour encoder dans ma tête et stocker les décimales de pi, j'ai pris comme palais mental d'abord la maison de mes parents, et puis ça suffisait pas, alors j'ai pris la maison de ma sœur, et puis ça suffisait pas, donc j'ai repris la maison de mes parents, mais la version de la déco et de l'utilité des pièces de quand j'étais petit, alors qu'au début c'était la vision que j'en ai de l'âge adulte. Donc j'ai fait comme ça, j'ai superposé progressivement plusieurs palais et des fois les mêmes palais mais à des époques différentes. C'est le jeu Zelda qui m'a inspiré ça d'ailleurs. Bon, vous en êtes pas là évidemment, mais voilà, avant de construire un nouveau palais mental, pensez que vous pouvez rajouter des pièces et pensez que vous pouvez même imaginer un étage. Dans mon palais mental pour pi, la maison de ma sœur n'est pas ailleurs dans ma tête, c'est l'étage de la maison de mes parents. C'est dans ma tête, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est bien de réaliser un palais imaginaire, un palais mental qu'on aurait créé de toutes pièces, qui ne correspond à rien qu'on connaît dans la vraie vie? C'est possible, il y en a qui le font. J'ai un petit palais mental personnel construit de toutes pièces dans ma tête. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ça demande déjà beaucoup d'efforts de visualisation, il faut quasiment le visualiser en 3D. Ça demande beaucoup de ressources. Si vous êtes pro du palais mental depuis 5-6 ans, vous voulez vous challenger, pourquoi pas? Mais sinon, il n'y a pas une très grande utilité. Vous pouvez à la limite modifier mentalement des palais mentaux qui représentent des lieux que vous connaissez vraiment. Mais partir de zéro, le construire, ça va vous demander en fait un long temps de construction, d'encodage et de consolidation pour bien vous rappeler de votre propre palais mental. Avant même de penser à y stocker quelque chose, il va falloir que ce palais-là, il soit aussi naturel que s'il existait et que vous le connaissiez par cœur dans votre vie. Donc c'est pas impossible, mais c'est une grande tâche et il faut réviser l'architecture de son propre palais déjà régulièrement avant même de stocker des informations. Mais pourquoi pas? Et s'il y a des zones de votre palais mental imaginaire dans lesquelles vous n'allez pas souvent, eh bien elles vont s'autodétruire. Alors,
moi je vous recommande quand même, si vous voulez vous prêter à cet exercice-là sur un petit palais que vous auriez construit de toutes pièces, qui ne fait référence à aucune chose qui existe dans le monde réel, je vous recommande de le dessiner, de le détailler comme ça, de le crayonner, peut-être d'utiliser de l'intelligence artificielle pour balancer des prompts qui correspondent à ce que vous voulez et avoir des représentations visuelles, bref, de vous aider en fait visuellement à capter de l'information et à la déposer quelque part pour la réviser. Quoi qu'il arrive, que votre palais, vous l'ayez créé de toutes pièces ou qu'il corresponde à quelque chose qui existe dans le monde réel, si vous voulez mémoriser des informations dans le long terme, il faudra quand même prendre le temps de temps en temps de se balader dans votre palais mental pour aller regarder tous les spots, de se balader dans les étages, dans les différentes pièces, parce que sinon, le palais mental, ce que vous avez mis à l'intérieur, ça va suivre le procédé logique de la courbe de l'oubli. Au fur et à mesure, vous allez l'oublier. La courbe de l'oubli, elle fonctionne comme ça. Ici, vous avez la puissance de l'information que vous avez retenue, c'est-à-dire la qualité du souvenir, la qualité de la chose que vous vouliez mémoriser, et ça, c'est le temps qui passe. Quand vous découvrez l'information et que vous l'encodez, le souvenir est du coup extrêmement haut. Jusqu'ici, tout va bien, ça paraît logique. Au fur et à mesure, le souvenir va décliner et plutôt rapidement en fonction du temps qui passe. À cet endroit-là, vous faites un petit tour dans votre palais mental, vous visitez les pièces, les spots, les étages, tout ça, ça va faire remonter le souvenir ici, parce que vous avez réactivé tout ça dans votre mémoire. Ce souvenir va redécliner, mais il ne va pas mettre le même temps que la première fois à décliner. Il va mettre en réalité 2 fois plus de temps. Donc il va décliner à peu près à cette vitesse-là. Et c'est ici que vous referez une deuxième visite dans votre palais mental. Et à la deuxième visite, le souvenir sera réactivé et il mettra encore plus longtemps à décliner, etc., etc. C'est le principe même d'une révision. En fait, plus vous repassez dessus, plus le souvenir mettra du temps à décliner dans votre esprit. On termine avec les astuces supplémentaires pour bien se servir de son palais. Pensez, quand vous construisez des choses dans votre palais, à utiliser les odeurs, le goût, le son, votre corps, également les déplacements, les mouvements. En fait, tous ces sens qu'on utilise moins avec la mémoire. On s'en sert moins volontairement pour la mémoire, pourtant ça aidera. Quand je vous ai parlé de la toupie tout à l'heure, vous vous souvenez de la toupie qui était sur le tapis? Eh bien, j'ai fait déjà moi le geste avec mon corps, physiquement. C'est pas pour rien, hein. C'est pour faire travailler la mémoire procédurale, vous savez, la mémoire corporelle. Quand je vous parlais du vélo qui ne s'oublie pas, faire ce geste a aidé mon cerveau à ranger la toupie dans le palais mental. Et faire ce geste m'a permis de bien la visualiser, et dans ma tête, j'entendais « whiz » comme ça. Et je voyais la couleur jaune, je vous l'avais dit, elle m'était venue spontanément. Ça fait quand même des informations visuelles fortes, auditives fortes, corporelles fortes. Là, en l'occurrence, j'avais pas d'odeur, mais ça m'a donné quand même beaucoup de choses pour renforcer le souvenir. Vous pouvez aussi utiliser votre palais mental à différentes saisons. Alors là, il faut quand même commencer à être très habitué. Et quand je vous parlais de la maison de mes parents, en fait, je m'en sers 6 fois. Il y a la version d'aujourd'hui, voilà, de base, à l'intérieur. Il y a la version de quand j'étais enfant, et après il y a des versions pour les 4 saisons. Donc il y a une version qui est complètement enneigée, où c'est l'hiver, où ma mère a mis un sapin de Noël, etc., etc. Il y a une version d'automne, une version de printemps, une version d'été. Ça, je vous donne ça pour être exhaustif dans la vidéo, mais vous embrouillez pas pour le moment avec ce genre de choses, hein. Et la toute dernière astuce, qui est sûrement l'une des plus utiles, ça vaut le coup de faire des fiches de révision de son propre palais mental. Voilà, pour ces différents palais mentaux, moi je me fais des fiches de révision. Par exemple, j'ai un palais mental qui me sert à rappeler des dates de naissance d'un petit peu tout le monde. Donc en fait, ils sont 12 par pièce. Chaque pièce correspond à un mois, parce que les dates de naissance que je veux, c'est juste le jour et le mois. Donc j'ai un palais mental de 12 pièces, où chaque pièce correspond à un mois, et se baladent à l'intérieur les différentes personnes que je connais qui sont nées ce mois-là. Et après, elles ont tous un objet et une manière de s'habiller qui me rappelle quel est le jour du mois. Bon, je vous avoue que j'ai pas envie de repasser faire ma révision très souvent dans ce palais mental-là, donc je fais beaucoup plus simplement. Là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars, et bien bientôt, je vais relire ma fiche de révision que je me suis fait de ce qui se passe dans la pièce du mois d'avril, du mois prochain. Comme ça, je vais revisualiser les personnes, tout ça, machin, et je vais m'en rappeler, et donc je vais rater aucun anniversaire. Voilà pourquoi ça vaut le coup. Je vous ai donné un exemple vraiment basique, mais c'est rigolo, ça vous donne une utilisation et un cas d'école. Voilà pourquoi je trouve ça bien quand même de faire des fiches de palais mental pour pouvoir y revenir soi-même et de ne pas perdre ce travail qu'on avait accompli finalement. J'espère que cette masterclass, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais continuer à ressortir comme ça d'autres vidéos vraiment en profondeur. C'est la vidéo la plus complète que j'aurais fait sur le système du palais mental. Je vous disais potentiellement d'en faire d'autres aussi en technique de mémoire sur la table de rappel, sur la mnémotechnie, sur les cartes mentales, ce qu'on appelle le mind map. On pourra en parler si vous le souhaitez. Sinon, je m'appelle toujours Fabien Olicard. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.